nous commençons la deuxième partie de mon cours, le deuxième grand volet, que j'ai intitulé, faute de mieux, Art de la scène, musique et culture. C'est un peu un fourre-tout, mais je n'ai pas trouvé mieux comme formulation, alors on va se contenter de ça. En tout cas, vous avez le contenu, vous voyez, que j'ai prévu pour les six séances qui nous séparent maintenant des vacances de printemps, hein, en fait. Alors, vous voyez qu'on commencera par les questions de musique avec l'histoire des opéras et des salles de concert. Bien entendu, vous comprenez qu'ici, on est en cours d'architecture. Hein. On n'est pas en cours de musique. Ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un cours sur l'histoire de l'opéra. Non, des opéras, c'est-à-dire des bâtiments d'opéra. Voilà. Et des salles de concert. Ce qui recoupe un petit peu aussi la question des théâtres, en fait, hein, puisque l'opéra, c'est un théâtre chanté. Ensuite, on va avoir un topo assez important sur l'histoire des bibliothèques, puis depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours, en deux parties, Antiquité, 19e siècle, et puis le cinquième point, vous voyez, les problématiques actuelles, l'évolution des bibliothèques dans le monde moderne, dans le monde actuel, vers des médiathèques du 21e siècle. Et entre-temps, je vais glisser un topo qui me paraît important sur une histoire particulière à la France, qui est l'histoire des maisons de la culture, qui a eu une très grande importance un peu dans le débat intellectuel au cours du XXe siècle. Voilà le programme pour cette deuxième partie. Alors nous commençons tout de suite par l'architecture des opéras. Voilà le titre, l'architecture des opéras du XVIIe siècle à nos jours. Du XVIIe, pourquoi? Parce que c'est au XVIIe que naît l'opéra, comme genre musical. Alors voilà ce qui vous attend. C'est un peu chronologique, hein, l'émergence du modèle italien, avec la naissance de la salle qu'on va appeler la salle à l'italienne, précisément, qui va s'imposer comme modèle de salle de spectacle et d'opéra. Puis, au cours du XVIIIe siècle notamment, et jusqu'au début du XIXe, le triomphe du style néoclassique qui va marquer l'ensemble des constructions théâtrales et d'opéra. Puis l'opéra qui va devenir un des endroits un peu le lieu par excellence de la mondanité bourgeoise du XIXe siècle, et qui, à ce titre, va adopter toute une architecture d'apparat que vous connaissez bien, on va le voir, avec l'Opéra de Paris, par exemple, hein, l'Opéra Garnier de Paris. Puis nous verrons, fin XIXe et surtout au début du XXe, la recherche de nouvelles formules, qui recoupent également les recherches en matière théâtrale, et nous terminerons par ce que j'ai appelé l'effet waouh, c'est-à-dire l'apparition d'une génération d'opéras tout à fait spectaculaires, qui effectivement sont à la recherche d'un effet spectaculaire, dont le plus connu est l'opéra de Sydney, que je vous présenterai à ce moment-là. Donc voilà ce qui vous attend aujourd'hui, et nous commençons par l'émergence du modèle de salle à l'italienne. Le prologue de l'Orfeo de Monteverdi. Voilà, vous étiez le 24 février 1607 dans le château des Gonzague à Mantoue, où a été donnée la première de l'Orfeo, le fameux Orfeo de Monteverdi. Vous voyez le frontispice du livret qui a été imprimé à cette occasion, et vous voyez qu'il y a écrit l'Orfeo, fable en musique. Et on ne parle pas encore le mot opéra n'est pas encore en usage. C'est une fable en musique, c'est un théâtre musical de Claudio Monteverdi, représenté à Mantova, l'an 1607, vous voyez, et aussi c'est en l'honneur du sérénissime seigneur François de Gonzague, hein, seigneur des lieux. Voilà. Donc, pendant longtemps, j'ai cru que cet opéra était l'acte de naissance de l'opéra, officiellement. Et puis, en faisant des recherches cette année pour préparer ce cours, je me suis aperçu qu'en fait, ça avait été précédé par un autre opéra. Alors, vous voyez, Orfeo de Monteverdi, Eurydice, la thématique est un peu identique, de Jacopo Peri, et ça a été donné au Palais Pitti de Florence en 1600, donc quelques années auparavant. Donc le Palais Pitti, il faut savoir qu'à l'époque, c'est le palais qui est la résidence des Médicis, hein, à Florence, la résidence
principale. Donc, vous voyez que l'opéra naît dans les cours princières à destination de l'aristocratie de l'époque. Voilà un peu la naissance du genre en tant qu'opéra. Et il se donne effectivement à l'intérieur de palais, dans des salles qui ne sont pas spécialement des salles de théâtre qui ont été aménagées pour ça. On aménage sommairement ou plus ou moins certaines grandes salles qui se prêtent à des concerts. Il y a aussi des concerts musicaux, plus classiques si vous voulez. Donc c'est à l'intérieur, c'est à usage privé pour un public aristocratique. Alors néanmoins, va peu à peu se développer l'idée qu'il faut élargir le public et imaginer des endroits où l'on va pouvoir faire des spectacles qui seront davantage ouverts à un certain public. Je ne dis pas à des masses de public, mais au moins à un public plus large que les simples milieux de l'aristocratie qui jusque-là étaient directement concernés. Et un des meilleurs exemples de ces théâtres qui naissent à ce moment-là, on peut dire même que c'est le premier théâtre au sens moderne du mot, qui naît non loin de Mantoue d'ailleurs, dans la ville de Vicenza. On dit Vicence en français, Vicenza en italien, donc qui est la ville un peu de naissance et où a travaillé beaucoup Andrea Palladio, le grand architecte de la Renaissance italienne. Et c'est sa dernière œuvre en réalité. Dans la ville de Vicenza, il y avait une société académique qui s'appelait l'Académie Olympique. Elle a choisi ce nom. Il y avait beaucoup d'académies à l'époque de la Renaissance. C'est l'époque où renaît le mythe de l'académie platonicienne et où donc beaucoup de villes où il y a des lettrés, par exemple, essaient d'organiser des sortes de sociétés savantes à la manière de l'académie antique et prennent souvent ce nom-là, d'où le nom à Vicenza de l'Académie Olympique. Et du coup, cette académie commande à Palladio un théâtre à l'intérieur d'un bâtiment qui existait, un ancien château transformé en prison qui était un peu délaissé. C'est à l'intérieur de ce bâtiment qu'on va construire un nouveau théâtre, un théâtre d'un type nouveau qui porte donc le nom de Teatro Olimpico. Voilà d'où vient le nom. C'est un peu étrange, le théâtre olympique, mais c'est en fonction de l'origine des commanditaires. Alors, ce Teatro Olimpico, dont vous voyez ici une maquette, est composé de deux parties très distinctes. Vous voyez évidemment les gradins ici, le gradinage, et vous voyez ici la partie scène et décor qui se trouve là à gauche. Et tout ceci est en gros en bois. Il y a une partie qui est un peu maçonnée, mais globalement l'ensemble de la construction est constitué de bois et de stuc en décor par exemple. Voilà. Mais pas du tout bâti en pierre de taille comme on pourrait l'imaginer. Alors que, vous le voyez bien, ce théâtre s'inspire du théâtre antique, qui eux sont bien en pierre, bien entendu. Mais là, on est dans une structure qui se veut pas provisoire, mais enfin, disons, elle n'est pas imaginée pour des siècles et des siècles. Et pourtant, nous l'avons toujours sous les yeux. Le miracle, c'est que ce théâtre en bois a traversé les siècles. Il n'y a pas eu d'incendie, ce qui est quasiment miraculeux pour un théâtre, à travers les siècles. Pas d'incendie, pas de bombardement en 1944-1945, alors que Vicenza a été durement touché. Et donc, ce théâtre nous est parvenu quasiment intact à travers les siècles. Donc, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de visiter cette région, ne manquez pas d'aller à Vicenza et de visiter le Teatro Olimpico. Voilà le plan. Alors, vous voyez les gradins ici. C'est assez modeste comme salle. Disons que c'est conçu pour plusieurs centaines de personnes, on va dire, 300 à 400 personnes en gros. Alors, vous voyez ici la scène, et puis vous voyez quelque chose d'assez curieux à l'arrière, ces sortes de ruelles, vous voyez, qui ont l'air de s'enfoncer à l'intérieur du bâtiment, et effectivement il s'agit de ruelles, en tout cas d'un décor de ruelles, que je vais vous montrer ici. Alors voilà une photo de l'ensemble, vous voyez ici les gradins, tout ceci, je vous le répète, n'est pas en pierre, mais en bois peint, stuqué, imitant la pierre. Et puis vous voyez ce magnifique mur de scène qui s'inspire directement des grands murs de scène de l'Antiquité. Pensez au théâtre d'Orange, par exemple chez nous, en Gaule, hérité de la Gaule romaine. Et voilà, de plus près, un plan plus serré, vous voyez les différents éléments décoratifs qui reprennent, vous voyez,
toute une tradition, on pourrait dire, inspirée de l'Antiquité. Bien entendu, Palladio s'inspire largement de l'antique pour proposer une version moderne de l'antique. Alors voilà une vue plus serrée des gradins, et puis voilà ce fameux mur de scène absolument spectaculaire qui se dresse devant nous, vous voyez, avec en arrière-fond ce espèce de décor urbain qui est en fait un parfait trompe-l'œil. C'est assez étonnant. Ce décor ne fait que quelques mètres de profondeur, vous voyez, mais il imite tellement bien un décor urbain qu'on a vraiment l'illusion d'avoir devant nous des rues qui s'enfilent comme ça à l'infini. En fait, ce décor a été conçu parce que la première représentation qui a été faite dans ce lieu, c'était du théâtre, c'était l'Orestie de Sophocle, c'était Oedipe roi, et Oedipe roi est censé se passer notamment dans la ville de Thèbes, où il est censé y avoir 7 rues. Et donc, dans le décor, il y a 7 ruelles qui s'enfoncent, qui figurent le décor de la Thèbes de l'Orestie. Voilà un exemple de cet effet de trompe-l'œil, vous voyez, qui est absolument époustouflant. Quand on visite ce lieu, c'est vraiment tout à fait étonnant. Voilà. Non loin de là, au sud de la plaine du Pô, à Parme, quelques années après, les ducs de Parme, puisqu'à l'époque Parme est un duché, édifient à leur tour, à l'intérieur du palais, qui s'appelle le Palazzo della Pilota, à Parme, qui est aussi, sachez-le, il y a une très belle collection de peintures, vraiment intéressante, mais peut-être le plus singulier, le plus original à visiter dans ce palais, c'est le théâtre que les ducs de Parme ont fait construire, vous voyez, au début du XVIe siècle. On peut arriver à caser 2000 personnes. Donc on passe à un stade, vous voyez, où on admet un public beaucoup plus large que le seul public princier. Même si au départ, ce théâtre a été conçu pour des événements de type princier, accueil de princes, notamment le grand-duc de Toscane. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le dispositif. Là, c'est un nouveau dispositif qui s'inspire du cirque romain, vous voyez, plutôt que du théâtre grec. Mais d'autre part, vous voyez le couronnement de l'édifice ici, il ne s'agit pas de loges encore, parce qu'on pourrait penser que là se trouvent les loges, plus précisément princières ou des personnes de haut rang. Non, pas du tout. Ici, il n'y a pas de spectateurs, c'est juste un décor inspiré de l'architecture classique. Et les spectateurs se massent ici sur ces estrades en bois, c'est de l'épicéa. Et alors lui, par contre, ce théâtre, il a été largement détruit en 44 ou 45, enfin, au moment de la fin de la guerre et des combats de la plaine d'Italie du Nord. Et donc, il a été reconstruit. Ce que nous voyons ici, c'est un fac-similé. Mais par chance, on avait les plans de l'architecte et on a pu reconstituer avec exactitude ce théâtre, donc, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être au XVIIe siècle. Voilà ces deux modèles qui surgissent, vous voyez, au début du XVIIe siècle. Et l'Italie, comme toujours, est le centre de l'effervescence culturelle européenne. Et au cours de la période qui suit, elle va offrir plusieurs modèles qui vont évoluer vers ce qu'on va appeler, de façon conventionnelle, le théâtre à l'italienne, qui s'impose à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Alors, je finis mon tour à Parme, voilà, vue des gradins vers la Seine, vous voyez, qui est au fond entourée de grandes colonnes, et à gauche, vous voyez une statue équestre, c'est évidemment la statue du prince local, hein, qui a présidé à la construction du théâtre. Alors, voilà, j'ai noté ces deux constructions parce qu'elles se trouvent justement, c'est Venise, là, vous voyez, qui prend un petit peu le relais dans la modernité des théâtres, avec l'apparition de deux salles qui, cette fois, s'ouvrent largement au public. Et on n'est plus dans un palais princier. On est vraiment dans l'espace public. Ce sont des bâtiments qui sont construits pour accueillir un public assez large. Donc, il y a un premier qui s'appelle, dans le quartier de San Cassiano. Celui-là a disparu. On n'en a plus de traces. On sait qu'il y a eu de nombreuses créations du musicien Cavalli, musicien, compositeur local.
Et par contre, on a un deuxième théâtre qui naît un peu plus tard, vous voyez, qui est le théâtre San Giovanni Paolo. Les Vénitiens disent Zanipolo, les dialectes vénitiens. Si vous connaissez Venise, ce théâtre se trouvait près de l'église qui s'appelle précisément Zanipolo, qui est une grande église, vraiment une des plus vastes de Venise, où il y a une place où il y a cette église, où il y a l'hôpital de la Renaissance, avec cette superbe façade Renaissance, l'Ospedale, qui était l'hôpital municipal en quelque sorte, et l'extraordinaire statue équestre du Colleone, et peut-être vous la connaissez, ce condottier hein, qui a rendu des services à Venise et qui a été statufié sur une des principales places de la ville. Et c'est dans ce quartier-là donc avait été construit ce théâtre-opéra dessiné par l'architecte Carlo Fontana. Et là on a justement les plans. Voilà les plans que nous a laissés Fontana. Et vous voyez apparaître ici précisément, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître sur le côté, pour la première fois, sur des plans d'architectes de l'époque, les fameuses loges, qui vont caractériser vraiment le théâtre à l'italienne. Alors vous voyez ici les loges, le parterre, on va voir que le parterre n'a pas tout à fait la même fonction qu'il a plus tard. La scène, et puis ici vous voyez l'arrière-scène avec donc les cintres, l'emplacement des cintres pour les décors successifs des différents spectacles. Voilà j'ai trouvé ça dans sur internet, dans un livre, c'est extrait d'un livre où vous voyez un essai de reconstitution de à quoi pouvait ressembler ce théâtre. Bon, bien entendu, vous comprenez qu'il a disparu, lui aussi. Hein, mais on en a les plans. Donc à partir des plans, on peut se représenter la manière dont il se présentait. Voilà donc les loges qui apparaissent sur plusieurs étages, le parterre, la scène, l'orchestra, la scène, stage, et ici tous les accessoires de l'arrière. Et on a quand même des documents, une gravure qui nous montre un peu l'état des lieux et comment ça fonctionnait. Là, on est au début du XVIIIe. Et vous voyez qu'il y a bien les galeries avec les loges, la scène, mais alors ce qui est curieux, c'est qu'on voit que ici le parterre n'est pas du tout équipé de fauteuils, de sièges, mais que les gens sont assis sur des chaises amovibles tout autour et qu'il peut y avoir un spectacle au milieu du parterre, comme on le voit ici, une scène de bal, vous voyez. Donc on n'est pas encore tout à fait dans le dispositif définitif du théâtre à l'italienne, mais enfin ça prend vraiment tournure. Et puis fin 18e à Venise est édifié ce fameux opéra qui est mondialement célèbre aujourd'hui, la fameuse La Fenice, qui a brûlé 2 fois dans son histoire, notamment il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, et qui a été reconstruit à l'identique. Alors vous voyez que là précisément, la façade arbore tous les signes du néoclassicisme. Vous voyez comment on passe là insensiblement à ce que j'ai annoncé dans mon topo, le deuxième point, le triomphe du style néoclassique. On le voit ici à Venise, qui n'est pas du tout une ville néoclassique a priori. Hein. Venise est plutôt caractérisée par une architecture globalement renaissance, c'est ça qui domine. Donc ce type de bâtiment est assez singulier dans la Venise du XVIIIe siècle. Alors voilà l'intérieur, vous voyez, c'est une gravure du début du XIXe, mais elle est valable pour la fin du XVIIIe, de l'époque où il a été construit. Et vous voyez que là on retrouve le même dispositif, une scène, des loges, mais le parterre, on a l'impression que le tout venant vient s'installer au parterre, vous voyez, et assiste au spectacle debout. Voilà un peu comment ça se passait. Et puis voilà la Fenice d'aujourd'hui, telle qu'elle a été reconstruite après l'incendie de 96, à l'identique, magnifique salle, hein, qui est vraiment une des plus belles salles d'Europe. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et puis voilà, maintenant, on fait un saut dans le royaume de Naples, où le roi de Naples, puisqu'à l'époque il y a un royaume de Naples, ce sont des Bourbons d'ailleurs, hein, les Bourbons d'Espagne en fait, donc la cour de Naples se dote d'un nouveau théâtre, opéra, qui est célèbre, il est toujours là, debout, hein, c'est le fameux San Carlo, qui est vraiment un peu
la Scala du Sud, si vous voulez, hein, ce qui fait la pige à la Scala de Milan aujourd'hui, je veux dire, dans la programmation et dans le prestige. Le San Carlo de Naples est vraiment une très belle salle, et vous voyez que lui aussi, construit en ce début du XVIIIe siècle, il est tout à fait d'inspiration néoclassique. On va apparaître vraiment le néoclassicisme dans ces bâtiments d'opéra. Et voilà, à l'intérieur, cette fois, alors vous voyez, là, vraiment, le modèle de salle qu'on appelle désormais à l'italienne, ben, il est en place, avec, cette fois, le parterre qui est occupé intégralement par des sièges. Donc, toute la salle est constituée avec ses loges hiérarchisées, avec notamment les loges princières ici qui dominent directement la scène, les loges des autres personnes d'importance ici, le parterre qui est réservé à un public plus ordinaire. Voilà, le dispositif est en place et désormais il va se perpétuer, je dirais, dans le monde entier. C'est le modèle qui va se répandre dans le monde entier à partir du modèle italien. Alors, voilà donc le deuxième point. Maintenant, c'est plutôt plus architecturalement qu'on va envisager la chose, comment le style néoclassique s'impose à la fin du XVIIIe et début XIXe. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment, à ce moment-là, il s'intègre, et on pourrait même que parfois il initie des grandes opérations urbaines. L'année dernière, dans mon cours, ceux qui ont assisté à mon cours de l'année dernière se souviennent peut-être que j'ai fait justement un topo sur les villes européennes au XVIIIe, leur transformation, les processus d'embellissement, en prenant des exemples surtout en France, comme j'avais parlé de Nancy, la place Stanislas à Nancy, des choses comme ça, ou Bordeaux, par exemple, bien, bel exemple de grandes villes du XVIIIe siècle dont je vais parler ici. Et donc on a comme ça un processus d'urbanisation, de transformation urbaine qui accompagne la naissance de ces nouveaux grands théâtres qui se veulent vraiment des monuments publics d'importance centraux dans les villes. À commencer par Versailles. Versailles qui, au XVIIIe siècle, se dote aussi d'un opéra spécifique, la destination de la cour royale, bien évidemment. Alors pour ceux qui connaissent, je pense que presque tout le monde connaît le château de Versailles. Vous voyez, se situe tout à fait au bout de l'aile, alors je dirais nord, l'aile nord, hein, à droite, quand on est face à la cour d'accueil du château, c'est l'aile qui se déroule à droite, et au bout de cette aile, vous avez le nouveau théâtre, l'Opéra Royal, qui est édifié par Ange Gabriel. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà. Qui est édifié par Ange Jacques Gabriel, grand architecte de la fin du XVIIIe siècle. C'est le même architecte qui a aménagé Bordeaux à ce moment-là. La place de la Bourse de Bordeaux, si vous voyez sur les quais, place de la Bourse avec le miroir d'eau aujourd'hui, ben, ces bâtiments qui sont là ont été édifiés par Ange Jacques Gabriel. Donc c'est vraiment un des grands architectes à la mode de la fin du XVIIIe et qui marque ce style néoclassique élégant qui est hérité du grand siècle français. Alors voilà l'Opéra Royal qu'il édifie à Versailles, vous voyez. Hein, il a vraiment, il est très élégant, il est sobre, vous voyez. Hein, c'est pas une grosse machine. Il s'inscrit pleinement dans l'architecture de Mansart et de Levaux, qui sont les architectes du château de Versailles. Donc il s'inscrit pleinement dans ce contexte architectural, et il offre donc un parti assez mesuré, alors qu'il aurait pu être un peu grandiloquent, vous voyez, hein, on est au XVIIIe, ça aurait pu être l'occasion de faire un opéra néo-baroque, vous voyez, rococo, qui était aussi à la mode en Europe à ce moment-là, hein, mais peu en France, mais enfin, ça aurait pu être le cas. En tout cas, c'est quand même une architecture que je retrouve assez sobre, et qu'on retrouve à l'intérieur d'ailleurs. Alors vous voyez ici une gravure d'époque qui vous montre l'atmosphère qui régnait à la cour à ce moment-là. Nous sommes à la fin du règne de Louis XV. On célèbre le mariage du jeune dauphin, le futur Louis XVI, et de la jeune Marie-Antoinette venue d'Autriche. Voilà, une gravure qui nous montre les festivités qui ont lieu à ce moment-là dans l'Opéra de Versailles en 1770. Alors vous remarquez en particulier le décor néoclassique parfaitement
indiqué ici. Voilà une photo prise aujourd'hui, vous voyez, où le décor a été restitué. Ce théâtre a été rénové, bien entendu. Ça fait partie des grandes rénovations du château de Versailles. Donc il est dans un parfait état et il est en usage. Hein, il est en usage comme salle de spectacle et de concert. Et voilà le décor, vous voyez, de cet opéra royal. Alors certes, c'est un décor qui en impose, mais enfin, vous voyez qu'il n'y a pas une... Je trouve que c'est assez retenu, il n'y a pas de surcharge décorative. Il y a, je trouve, beaucoup d'élégance dans ce décor royal. Alors voilà un exemple, mais là on est toujours dans un château. Par contre, mon titre annonçait des transformations urbaines. Alors on va prendre un exemple plus connu peut-être pour vous, qui est le Grand Théâtre de Bordeaux. Les édifices les plus éminents, c'est évidemment ce grand théâtre construit par l'architecte Victor Louis. Vous voyez, c'est à peu près au même moment, hein. On est à la fin des années 70-80 du 18e. Victor Louis, là c'est un dessin de l'architecte avec l'élévation, la façade en élévation, celle devant laquelle passe le tramway. Aujourd'hui, si vous connaissez le réseau de tramway, là on passe et on repasse devant. C'est d'ailleurs un très beau spectacle, hein. Un beau travelling devant la façade du théâtre. Et voilà l'entrée, vous voyez l'escalier monumental, mais vous voyez comment là aussi l'architecture néoclassique est relativement retenue. On est dans la sobriété, on n'est pas dans l'exubérance décorative. Hein. Vous allez voir le grand escalier de l'Opéra de Paris tout à l'heure, là, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, on n'est pas dans le même registre de décor, vous voyez. Là, on est vraiment dans le néoclassique qui est caractérisé par une grande sobriété. Et un sens de l'équilibre, d'ailleurs, des formes. Voilà l'intérieur, avec là, vous voyez, le dispositif à l'italienne, tout à fait clair. Et puis le voilà tel qu'il s'inscrit dans l'espace urbain central de Bordeaux aujourd'hui, avec précisément le tracé du tramway ici, et le cours du Chapeau Rouge, c'est comme ça qu'il s'appelle, ici, qui descend vers la Garonne, ici, hein, et vers les quais. Avec ici ce qui domine, ce dôme, ce sort de dôme, c'est évidemment le dôme qui surplombe la salle de spectacle. Une photo ancienne d'ailleurs vous montre justement comment il s'inscrit dans le grand urbanisme bordelais du XVIIIe, avec les nouvelles allées de Tourny, qui portent le nom du grand intendant de Tourny, qui a été un des maîtres d'œuvre de cet urbanisme. Les allées de Tourny, la place des Quinconces ici, et la colonne des Girondins, hein, qui caractérise cette place des Quinconces. Voilà comment, vous voyez, un bel exemple de cette inscription de ces nouveaux grands théâtres d'opéra dans le grand urbanisme du XVIIIe et du XIXe siècle, en France notamment, mais pas que. Et voilà une autre ville, un peu la rivale de Bordeaux, Nantes, qui est l'autre grand port français du XVIIIe, qui s'enrichit comme Bordeaux, notamment par le trafic avec les Indes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les îles des Antilles, et le trafic négrier et l'esclavage. C'est ça, une des bases de la fortune portuaire de Bordeaux et de Nantes, et Nantes plus que Bordeaux d'ailleurs. Voilà, au centre de Nantes, le fameux théâtre Gralin, qui est financé par justement un illustre marchand de Nantes, Gralin, qui a les moyens d'offrir à sa ville un nouveau théâtre d'opéra. Et on est vraiment au cœur de la nouvelle ville qui s'édifie, vous voyez, une gravure d'époque, on voit comment toute une place est organisée autour de ce théâtre. Et voilà sur un plan, vous voyez ici, c'est cette place-là, et vous voyez comment c'est tout un quartier nouveau qui s'édifie à ce moment-là, et dont le théâtre va devenir un peu le point d'orgue, on pourrait dire, hein, de ce quartier, qui va le définir. Et encore aujourd'hui, spontanément, les Nantais, quand ils veulent fêter quelque chose dans la ville, on se réunit spontanément, place Gralin, comme on va au Capitole à Toulouse. Vous voyez, c'est un peu la même fonction dans la société urbaine moderne. Avec, vous voyez sur un plan plus précis, vous voyez le théâtre ici, la place qui s'ordonne autour de lui, les avenues rayonnantes, une belle promenade qui existe toujours et qui est très agréable au centre de Nantes ici. Voilà, donc vous voyez comment cette construction du théâtre
participe du nouvel aménagement de la ville nouvelle de Nantes au XVIIIe siècle. Et puis, même exemple, alors on fait un saut dans l'espace, on va à Berlin, où au début du XIXe siècle apparaît et construit un nouveau théâtre, ce qui est signé par le grand maître de l'architecture néoclassique à Berlin et en Allemagne, qui est Friedrich Schinkel, qui est donc le grand architecte du début 19e à Berlin, et qui a offert à la ville, donc, en quelque sorte, ce nouveau théâtre, la Schauspielhaus, bon, ça veut dire le théâtre tout simplement, hein, le théâtre, salle de théâtre de Berlin, qui est édifié sur un espace qui existait déjà depuis quelques dizaines d'années, qui avait été dessiné et qui s'appelle, le voilà aujourd'hui, ce théâtre, vous voyez. Alors lui, il avait souffert, hein, alors vous savez à quel point Berlin, en 44-45, a souffert de la guerre. Donc à la fin de la guerre, ce théâtre était pas mal endommagé, et il a été reconstruit à l'identique. C'était à Berlin-Est à ce moment-là. Hein. On se trouve là, dans la partie de Berlin qui faisait partie de Berlin-Est jusqu'à la chute du mur de 89. Donc là, vous le voyez dans l'état où il se trouve maintenant, après rénovation totale. Et il continue à être une salle principalement de concerts plus que d'opéra. Les opéras se passent plutôt ailleurs. En tout cas, c'est un très bel exemple de cette architecture allemande, néoclassique, qui est en vigueur à ce moment-là, un peu dans tout le pays, pas qu'à Berlin. Mais à Berlin particulièrement, qui est la capitale de la Prusse. Et bon, la Prusse a choisi ce style un peu monumental dans le cadre de son réaménagement, car c'est le moment où la Prusse devient un royaume puissant, noyau de la future Allemagne. Hein. Vous savez que c'est la Prusse qui est devenue, peu à peu, finalement, les rois de Prusse sont devenus les empereurs d'Allemagne. Mais à l'époque où nous sommes là, ils ne sont encore que les rois de Prusse, pas encore les empereurs d'Allemagne. Néanmoins, c'est l'ascension de la Prusse à ce moment-là. Et l'architecture participe, je crois, de ce mouvement d'ascension politique de ce pays. Alors, voilà ce que je voulais dire. En fait, vous voyez comment le théâtre s'inscrit dans une esplanade beaucoup plus vaste qui s'appelle Gendarmenmarkt. Alors Gendarmen, vous connaissez, vous voyez, gendarme, parce qu'en fait, à l'origine, il y avait une garnison, il y avait des casernes, vous voulez. Le roi sergent, hein, Frédéric II, avait installé là des baraquements pour ses soldats, des écuries pour ses chevaux, et pendant longtemps, c'est donc resté une zone militaire. Et puis ça a été reconverti, et à la place des bâtiments militaires, on a construit 2 églises, presque identiques, presque symétriques, l'une qui s'appelle l'église des Français, et l'autre la Deutscher Kirche, c'est-à-dire l'église des Allemands, en fait parce que vous savez sans doute que la Prusse a bénéficié de l'exode des Huguenots français. Après la révocation de l'île de Nantes, en 1685, des dizaines de milliers de Huguenots, de protestants, ont quitté le royaume de France et sont allés s'installer à l'étranger, à Genève, aux Pays-Bas. Et beaucoup ont été attirés par la Prusse. Hein, effet d'aubaine, le roi de Prusse a dit « venez chez moi ». Et beaucoup de Français huguenots sont venus s'installer en Prusse, en lui donnant à l'époque une touche française très marquée. Et on leur a donc construit un grand temple. Donc en fait, cette église est un temple protestant qui a été édifié à l'origine pour les Français. Et tout autour s'est organisée cette esplanade avec comme point d'orgue au début du 19e le nouveau grand théâtre. Et voilà une autre vue qui vous donne, vous voyez, l'ampleur de cet aménagement urbain dans la ville du XVIIIe siècle, qui est beaucoup plus petite que le Berlin d'aujourd'hui, bien entendu. Hein. Voilà pour Berlin. Voilà, et alors nous arrivons donc au troisième point de mon topo d'aujourd'hui, les fastes du XIXe siècle. En effet, le XIXe siècle, vous le savez, c'est l'ascension formidable de la bourgeoisie d'affaires, de la bourgeoisie industrielle, bancaire, commerciale, qui devient la classe, on pourrait dire, dominante, qui se substitue à l'aristocratie et qui va remodeler la ville un peu à sa convenance, on va dire. Hein, la nouvelle ville que je vous ai décrite aussi l'année dernière, la ville haussmannienne, c'est précisément la ville du triomphe de la grande bourgeoisie dans notre pays. Alors,
l'opéra va donc, dans ce cadre-là, devenir aussi un lieu clé, hein, un lieu où va s'exercer totalement, comment dire, la vie mondaine, hein, la vie mondaine qui caractérise en particulier la vie sociale, hein, les relations sociales de la bourgeoisie. Il y a des lieux comme ça, il y a le domicile privé, qui devient bien sûr un lieu de mondanité, d'où les grands appartements haussmanniens, hein, dont vous savez qu'ils sont, si vous voyez les grands appartements traditionnels haussmanniens, c'est une enfilade de pièces, vous voyez, avec des grandes portes qu'on peut ouvrir, de façon à créer une sorte de grand couloir de circulation et où les gens peuvent circuler d'une pièce à l'autre, vous voyez, quand on fait des grandes réceptions. Donc l'architecture domestique y compris reflète, si vous voulez, cet aspect de la vie mondaine parisienne. L'opéra en est le centre, évidemment. Et cet opéra que vous connaissez tous, je ne vais pas vous faire un topo sur Charles Garnier et tout ça, bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est un peu les choix architecturaux généraux. Alors, on est dans le Paris haussmannien, et l'opéra, l'avenue de l'opéra est par excellence l'artère haussmannienne type de cette époque-là, de l'époque de Napoléon III. Elle a été conçue pour permettre à l'empereur de circuler tranquillement en ligne droite depuis les Tuileries, d'où elle part, Tuileries et le Nouveau Louvre, vous voyez, de la rue de Rivoli, directo sur l'opéra, sans obstacle. Car, quelques années auparavant, l'empereur se rendant au spectacle, rue Le Pelletier, est victime d'un attentat. Il y a eu un attentat à la rue Le Pelletier, dont l'empereur et l'impératrice ont réchappé. Mais bien évidemment, sonnette d'alarme. Hein. Donc, fini les ruelles tortueuses où on peut s'embusquer, organiser un guet-apens, etc. On va créer un nouveau lieu, sécurisé, sécure comme on dit maintenant, on fait dans le franco-anglais, donc sécure, où on peut dégager l'espace, où l'empereur peut arriver en sécurité, il a une entrée particulière sur le côté qui lui est réservée. Bon, elle y est toujours, hein. Elle est utilisée par les grands de ce monde qui sont invités à l'opéra. Alors, cette façade se dresse comme une espèce de rideau de scène, on pourrait dire. En soi, c'est déjà même un spectacle que cette façade que dresse Garnier sur l'avenue de l'Opéra. Et elle s'inscrit dans le quartier, photo que je vous ai déjà présentée l'année dernière, vous la reconnaissez pour ceux qui étaient à mon cours. Vous voyez l'Opéra qui trône au milieu du nouveau quartier haussmannien qui s'est édifié dans les années 1860-70 hein, en particulier, et qui est le grand lieu des affaires. C'est le quartier des affaires, le quartier de l'Opéra à l'époque. Hein. C'est là qu'il y a le siège des grandes banques, comme la Société Générale ou le Crédit Lyonnais, par exemple, ou bien la Bourse, qui n'est pas loin. Donc, tout ça est regroupé dans ce quartier, avec ces nouvelles artères qui ont été tracées par le baron Haussmann, préfet de Paris, boulevard des Italiens, boulevard des Capucines, boulevard des Italiens, ici, voilà l'avenue de l'Opéra, et ici ce boulevard qui ne porte pas encore le nom de Haussmann. Ça c'est le boulevard Haussmann, ici, là, hein, avec autre lieu important de la vie sociale, de la sociabilité, comme on dit aujourd'hui, de la bourgeoisie, les nouveaux grands magasins, qui deviennent des grands lieux d'attraction à proximité, comme le Printemps ici, et les galeries Lafayette qui n'existent pas encore au moment de l'opéra, c'est plus tard. Et là, la gare Saint-Lazare. Donc on est au cœur, vous voyez, hein, du Paris vraiment bourgeois, affairé, de bourgeois des affaires, le Paris des affaires de cette époque-là. Et donc l'opéra, comment dire, il joue pleinement de cette fonction-là, et il est conçu pour ça. Et lorsqu'on regarde, alors vous voyez comment il domine les toits de Paris, hein, il s'impose. C'est vraiment un lieu majeur dans le paysage urbain. Alors ça, c'est pas la salle, hein, c'est pas la salle de spectacle. C'est l'endroit où il y a tous les décors et les cintres qui montent et descendent hein, derrière la scène ou sur la scène. Alors voilà, quand on regarde justement l'écorché, on pourrait dire, de l'opéra, on voit bien que
c'est vraiment un bâtiment très fonctionnel, où tout a été calculé par Charles Garnier pour répondre à des fonctions précises. Alors la fonction principale, bien sûr, c'est le spectacle. Donc voilà la salle de spectacle qui est ici, vous voyez, couverte par un dôme, qui est d'ailleurs articulé sur une architecture métallique, ici une sculpture métallique, vous voyez. Donc Garnier, c'est un architecte qui n'est pas très novateur, même dans le contexte de l'époque. Néanmoins, il tient compte de l'évolution de son temps, de l'architecture, en particulier tout l'apport de l'architecture métallique, qui bat son plein à ce moment-là. Alors, donc, il intègre de l'architecture métallique dans une enveloppe qui reste néanmoins très, très conventionnelle, on va dire. Hein. Alors voilà, le dôme est recouvert par une architecture métallique, ici, et puis là, vous avez donc tout ce qui est la partie technique, on va dire, hein, de l'opéra, là, avec la scène, la fameuse scène qui, à l'époque, la plus grande que l'on connaisse hein, dans le monde, et donc qui fait la réputation de l'opéra aussi, où on peut donc dérouler de très grands spectacles avec les magnifiques cintres qui se trouvent là. Mais, au dehors de ça, regardez le reste. On a l'impression que le reste occupe autant de place, sinon plus, que le spectacle lui-même. Donc on voit bien comment l'opéra joue un rôle qui est autre que simplement montrer des spectacles. Donc on a ici d'abord, on rentre par un magnifique grand escalier que certains d'entre vous doivent connaître. Vous avez visité l'Opéra de Paris, donc vous avez dû tous voir ce magnifique escalier. Et ici, le grand foyer, haut lieu stratégique, hein, des rencontres entre grands de ce monde à l'époque, entre les grandes familles bourgeoises qui sont des abonnés à l'opéra. On est abonné à l'opéra. Hein. On n'y va pas comme ça au coup par coup. Ça, c'est réservé au vulgum pecus. Mais les grandes familles bourgeoises, elles ont leur abonnement. Et on se rend régulièrement là, notamment pour établir des stratégies matrimoniales. C'est ici que se concluent ou s'amorcent hein, des alliances matrimoniales qui font partie des stratégies générales de cette classe bourgeoise hein, de l'époque, hein, qui a le cœur assez près du portefeuille, il faut dire. Bon, donc, voilà le grand foyer où s'opèrent de grandes manœuvres, ici, hein, où l'on présente les cadettes de famille, par exemple, vous voyez, bon, où se nouent des relations, on va dire, gentiment. Et donc, c'est un lieu stratégique. Et à l'arrière aussi, autre lieu stratégique, le foyer des petits rats, hein, où là, il y a certains privilégiés qui paient au prix fort pour aller observer de près ces petites jeunes filles hein, qui s'exercent. Voilà, bon, je ne veux pas être trivial, mais en fait, ça existe. C'est une réalité qui est décrite par la littérature, notamment chez Zola, bon, et autres. Bon, donc, on sait que ce trame-là, des choses un peu sordides, on va dire. Voilà, mais tout ça, vous voyez comment tout ça est organisé. Hein, on a vraiment un bâtiment qui répond à des fonctions différentes. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire que c'est un bâtiment relativement rationnel au sein de la fonctionnalité des bâtiments. Alors, juste de vue, le fameux grand escalier, bon, qui fait l'admiration de tous ces visiteurs à l'époque et qui va être, alors pour le coup, imité dans le monde entier. Le grand escalier de l'opéra, ça va devenir un élément du prestige français, de la renommée internationale de la France. Lorsqu'on vient visiter Paris, il faut visiter l'opéra et ce fameux grand escalier qui vraiment est absolument somptueux. Ceci dit, on peut émettre des doutes sur la qualité des éléments décoratifs. Moi, c'est pas ma tasse de thé, hein, je veux dire. Mais enfin bon, ça en jette, car il faut bien le reconnaître. De même que le foyer. Bon, on peut discuter du décor, du choix du décor. C'est le décorum Napoléon III, ça. Hein. C'est le décorum, c'est le style Beaux-Arts de l'époque, qui est le style pompeux, le style d'apparat, qui caractérise les grands bâtiments publics. Surtout celui-là, c'est un bâtiment de prestige, où on reçoit le monde entier. C'est là que l'empereur reçoit aussi. Bon. Donc, il faut que ça en jette. Hein. Bon, donc voilà, c'est aussi la fonction de ce bâtiment. Passons à Vienne. Autre exemple intéressant. Vienne, qui se transforme beaucoup à cette époque-là. Excusez-moi, sous l'impulsion de l'empereur François-Joseph. Alors, la Vienne de l'époque,
jusqu'à vers 1850 et quelques, et se caractérise par deux zones très distinctes. Le vieux Vienne, ici, vous voyez, à l'intérieur de ces vieilles des fortifications héritées du XVIIe siècle, mettons, XVIIIe, de l'époque de Marie-Thérèse. C'est la Vienne autour de la cathédrale Saint-Étienne. C'est la Vienne qu'a connue le jeune Mozart, pour situer. Vous voyez. Bon, voilà, c'était ça la Vienne de l'époque. Et en bordure, il y avait le château, ici, des empereurs, la Hofburg, la résidence impériale. Bien. Mais au-delà, il y avait une zone qui était restée non édificandi. Vous savez, une zone où il est interdit de construire pour des raisons stratégiques et militaires. Devant les fortifications, il y a une zone qu'on appelle une zone battante, où il est interdit de construire parce que c'est là que l'artillerie doit avoir du champ pour défendre la ville. Et vous savez que la ville de Vienne a été assiégée par les Turcs, un siècle avant. Et donc, il y a le souvenir des sièges de Vienne dans l'histoire de la ville. Alors, donc, cette zone était restée non édificandi pendant des dizaines d'années. Et les faubourgs modernes s'étaient développés au-delà, comme vous le voyez sur cette carte, hein, qui date sans doute du milieu 19e, ou première moitié 19e. Vous voyez, les faubourgs se sont développés au-delà. Alors, le grand dessein de François-Joseph, à ce moment-là, c'est de combler ce vide qui a la forme d'un anneau, d'où son nom de Ring en allemand, hein, l'anneau. Et c'est là qu'on va construire d'abord un grand boulevard, et le long de ce boulevard, on va édifier tout un tas de bâtiments publics de prestige qui caractérisent la Vienne d'aujourd'hui. Alors voilà ce que ça donne, vous voyez, un plan plus serré, où l'on voit donc la zone du Ring, et voilà le Ring aménagé, à partir de 1860 en gros, vous voyez. Alors, vous voyez la ville ancienne, et les nouveaux quartiers qui viennent se greffer dessus, et voilà le Ring. Voilà, ce grand boulevard. Alors, sur ce Ring, précisément, voilà, ici, nous avons l'Opéra, devenu pièce maîtresse du Ring, hein, et qui désormais fait partie un peu des bâtiments symboliques de Vienne, hein, que tout le monde visite lorsqu'on va en voyage à Vienne. Alors, pour mémoire, ici, s'édifie, vous vous rappelez, le cours que j'ai fait sur les musées. Je vous ai montré le musée d'histoire de l'art de Vienne. Le voilà, il est là. Vous voyez, et son symétrique, le musée d'histoire naturelle, avec l'esplanade entre les deux. Ça, c'est le Parlement, qui a un style néo-grec. Non, ça c'est la ville, la mairie, hein, Rathaus. Oui, ça c'est l'hôtel de ville, qui est de style néo-flamand. Non, voilà, il est là. Le Rathaus, l'hôtel de ville. Un style néo-flamand. Référence aux villes flamandes du temps d'Habsbourg. Hein. Ensuite, ici, ça donc le Parlement, qui est un style néo-grec. L'université, le bourg-théâtre, le théâtre de la ville, en quelque sorte. Et puis, là, voilà le palais impérial, le bourg avec son extension ici, et une nouvelle place qui va jouer un rôle dans l'histoire de Vienne, la place des héros, la Heldenplatz, tristement célèbre, puisque c'est là que, un certain jour de 1938, le héros local, qui s'appelait Adolphe, est venu triomphalement réaliser la réunion de l'Autriche à l'Allemagne, le fameux Anschluss. Ah, c'est là qu'il est rentré en triomphe dans Vienne et qu'il a été acclamé par des centaines de milliers de Viennois sur cette place un peu funeste. Voilà. Alors revenons à notre opéra, qui est tout à côté. Vous voyez, tout ça c'est dans un mouchoir de poche, hein, quelques centaines de mètres, hein, pas plus. 1 kilomètre, disons. Et voilà l'opéra, le nouvel opéra qui se dresse désormais sur le Ring, vous voyez, avec sa façade, son volume assez imposant. Alors, on a vu que l'opéra de Paris est assez imposant, et je trouve que l'opéra de Vienne l'est encore plus, hein, il me semble. C'est mon appréciation personnelle en tout cas. Voilà un bâtiment un peu massif qui manque de fantaisie, pour le moins. Le voilà aujourd'hui, vous voyez, tel qu'il se présente. Vous voyez qu'on a affaire à quelque chose qui est vraiment assez colossal, hein, comme volume. Même si le style choisi est un style d'inspiration italienne. Mais on n'a pas trop l'élégance italienne, là. Hein. On a plutôt un effet quand même un peu
un peu de volume, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ce paysage urbain. En tout cas, bon, la salle est magnifique à l'intérieur, hein, et l'acoustique est excellente. Bien entendu, nous sommes à Vienne, hein. Bon, donc la musique, c'est sacré. Donc l'Opéra de Vienne a quand même une réputation au niveau de son acoustique. Mais au niveau de son esthétique, moi je trouve que c'est un peu discutable. Mais enfin, c'est bien représentatif du style impérial de l'époque de François-Joseph, voilà, de l'époque de la grande gloire de l'Empire, avant l'écroulement de la guerre de 14. Et voilà, quand même, quand on le regarde quand même de face, sans voir tout le volume derrière, on a là quelque chose de beaucoup plus élégant, qui effectivement, on voit bien la référence italienne, hein, les deux loggias en quelque sorte, ou une galerie et une loggia, inspirées effectivement de l'architecture romaine ou florentine. Ça, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus réussi à mon avis. Autre exemple d'opéra également assez volumineux, dans une autre capitale culturelle de l'Allemagne de l'époque, Dresde, qui est la capitale du royaume de Saxe, qu'on surnomme souvent la Florence saxonne, parce que c'est vraiment une capitale artistique, et elle se dote donc, vous le voyez, d'un nouvel opéra dessiné par Gottfried Semper. Alors lui, pour le coup, il est d'inspiration néo-baroque, hein, rococo on pourrait dire. Voilà, vous voyez. Voilà les grosses machines, vous voyez, pour illustrer mon propos sur ces grands opéras qui viennent équiper les grandes métropoles européennes de ce moment-là et qu'on voit se multiplier donc dans la plupart des pays, un peu comme les grandes bibliothèques, nous le verrons dans un cours ultérieur, un peu comme les grands musées nationaux. Il faut qu'une grande capitale ait forcément un opéra digne de ce nom. Donc, ça fait partie de l'équipement de base de toute capitale à caractère métropolitain, si vous voulez. Voilà. Néanmoins, même des petites villes de province se haussent un peu du col et on voit de ci, de là apparaître des théâtres tout à fait singuliers, là où on ne les attendrait pas, hein. Et c'est le cas de Tarbes, puisque le théâtre des nouveautés, il est né à ce moment-là, fin 19e, vous voyez, sur l'actuelle rue Larrey, se dresse, tout près du marché Bourbon, le nouveau théâtre des nouveautés, édifié par l'architecte local, Gustave Labatte, dont je vous ai parlé à 2 ou 3 reprises dans d'autres cours. C'est lui, par exemple, qui, un peu plus tard, fera la nouvelle façade du lycée Théophile Gautier. Vous voyez, sur la rue Abbé-Tournai, là. C'est lui qui l'a dessiné, mais 20 ans après. Hein. À l'époque, il est surtout l'auteur de villas à Bagnères ou Cap-Verne, de villas de villégiature, vous voyez. C'est un peu sa spécialité. Il est convoqué ici pour édifier ce théâtre qui est quand même un beau théâtre, hein. Il ne faut pas cracher à la soupe, c'est vraiment un beau théâtre pour une petite ville, mais qui est le fruit d'une initiative non pas municipale, mais particulière. C'est une jeune femme, je crois qu'elle était assez jeune, qui s'était prise d'un ténor et qui a voulu construire pour lui un écrin digne de ses qualités. Et donc elle a claqué sa fortune un petit peu dans la construction de ce théâtre qu'elle lui a offert, mais qui malheureusement a fait faillite au bout d'un an, quoi, hein, parce que c'était vraiment un peu trop haut comme ambition, et donc elle a dû revendre. Enfin bref, je passe sur les diverses années 80. C'était la municipalité Erasaret, si je me souviens bien, et il a été profondément rénové et restitué, on pourrait dire, presque à l'identique. Donc un très beau travail de rénovation qui nous permet de retrouver tout le décorum de cette fête du 19e. Vous voyez, l'accueil par une belle entrée un peu monumentale, l'organisation de la salle parfaitement à l'italienne, hein, avec ses loges officielles au devant de la scène, et puis les différents niveaux qui représentent un peu la hiérarchie sociale aussi, et puis voilà, et son décorum qui a été restitué de manière tout à fait intéressante, avec un beau travail de rénovation qui a été mené par les architectes locaux, Jean-Paul Pagnoux,
et Philippe Guiton, qui est hélas décédé il y a quelques années. C'est eux qui ont mené ce beau travail de rénovation, donc nous sommes dans les années 80, il y a 40 ans, hein, voilà, qui a donné à la ville de Tarbes ce magnifique écrin. Bon, on peut discuter de l'usage qui a été fait par la suite, mais enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour parler d'architecture théâtrale. Donc on a une belle restitution du décor qui pouvait exister à l'époque, à l'origine, avec un foyer aussi, vous voyez, très, très beau, décoré de toiles marouflées, notamment celle-ci, qui représente évidemment les nymphes. On retrouve la mythologie traditionnelle de l'art et de la culture en Occident, avec les fameuses nymphes dont je vous ai parlé dans un de mes cours précédents. Et vous voyez ici la source d'inspiration de ce théâtre, avec ces galeries, vous voyez, en façade. Je pense, moi, que Gustave Lavatte connaît très bien l'architecture parisienne, des théâtres qui ont été construits à ce moment-là, 20 ans auparavant, sur la place du Châtelet, où il y a deux théâtres un peu jumeaux, le théâtre du Châtelet et le théâtre de la Ville, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Il y a les deux théâtres, de part et d'autre de la place et du début du boulevard de Sébastopol. Voilà. Et puis, le modèle s'exporte aux quatre coins du monde, puisque je ne parle pas du Chili, des États-Unis, bien sûr. Les États-Unis construisent leurs opéras. Donc le modèle européen, italien, va jusqu'au cœur de l'Amazonie, hein, curieusement, puisque en Manaus, sur les bords de l'Amazone, que vous voyez derrière, là-bas, s'édifie à la fin du 19e ce fameux théâtre qui est le fruit du boom du caoutchouc. C'est l'époque où Manaus est la capitale mondiale du caoutchouc, le latex, hein, la matière première du caoutchouc que l'on récolte. Les seringueros vont dans la forêt amazonienne inciser les EVA et recueillir le suc, qui est le latex, qui est la matière première du caoutchouc. Et Manaus a fait fortune à cette époque-là dans ce caoutchouc, avant d'être supplanté par les plantations de l'Asie du Sud-Est. Et du coup, c'est à ce moment-là, cet âge d'or, qu'on a édifié à grands frais, au cœur de l'Amazonie, où on n'allait pas comme ça, hein, comme aujourd'hui. Ce superbe opéra, auquel d'ailleurs, comment il s'appelle, Werner Herzog, hein, le cinéaste allemand, rend hommage, enfin l'intègre dans son film qui s'appelle Fitzcarraldo. Vous avez sans doute vu ce film, Fitzcarraldo, avec Klaus Kinski, qui est l'histoire justement de quelqu'un qui veut construire en pleine forêt un opéra. Et il y a des séquences où on voit le théâtre Amazonas de Manaus. Alors voilà pour ce coin. Vous voyez, sous un autre angle, ce bâtiment quand même imposant, hein, qui vous montre quand même qu'il y avait de l'argent qui roulait à Manaus à l'époque. Voilà, nous arrivons ici à la quatrième partie, la recherche de nouvelles formules. Fin 19e, début 20e. Là, comme dans la muséographie, on a vu que c'est aussi le moment où on commence à contester les modèles traditionnels de la muséographie. Ben, de la même manière, le modèle de salle à l'italienne est un peu remis en question. On trouve qu'il est effectivement trop tourné vers la vie mondaine et qui répond mal, parfois, aux exigences du spectacle musical. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles loges et de beaux décors. Après, il faut que l'acoustique suive, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'appareil technique n'est pas souvent à la hauteur de son décorum. Et beaucoup critiquent ces partis pris-là. Hein. Je vous rappelle que, par exemple, à l'époque, on laissait les lumières allumées. Parce que ce qui était important, c'était de se voir dans la salle. Ce qui se passait sur la scène, c'était parfois tout à fait secondaire. C'était un fond sonore. Mais ce qui était important, c'était le jeu des regards avec les jumelles, tout ça, du parterre aux loges. Vous avez tous vu dans des films, hein, ce genre de scènes, mais qui sont puisées de la réalité. Au point que d'ailleurs, ça m'y fait penser,
lorsque Gustav Mahler prend la direction musicale de l'Opéra de Vienne, qu'on a vu, c'est lui qui impose, qu'on éteigne les lumières pendant le spectacle, et 2, qu'on ferme les portes. Que les gens ne se pointent pas n'importe comment. Donc, Mahler ne s'est pas fait que des amis ce jour-là, avec les amateurs d'opéra de Vienne. Mais c'est lui qui a imposé ces règles à la bonne société viennoise. Voilà. Alors, pour vous dire, vous voyez, là, Mahler, c'est quand même le début du XXe. Donc, pour vous dire que le modèle de l'opéra à l'italienne, c'est pas toujours le gage d'une qualité musicale ou de spectacle. Donc, on a des gens qui tournent autour de ça et qui cherchent. Et un des premiers, c'est Wagner. Parce que Wagner, vous le savez sans doute, c'est un compositeur habité par, comment dire, par la musique, par la force de la musique, et qui a élaboré un concept qu'on a souvent appelé l'œuvre d'art totale. Dans son esprit, l'opéra, dont il était compositeur, l'opéra devait être le centre qui opérerait la synthèse des arts, en quelque sorte. Cette fameuse synthèse des arts autour de laquelle on tourne depuis la Renaissance. Vous voyez, il y a toujours eu des gens qui se sont posés de manière conceptuelle ou de manière pratique comment réaliser la synthèse des arts. En particulier l'architecture, la peinture, mais le visuel et le sonore. Or là, Wagner justement se propose de réaliser un lieu où s'opérerait cette fameuse synthèse des arts, cette œuvre d'art total, c'est comme ça qu'il l'appelle, où autour de l'opéra l'opéra fédérerait en quelque sorte toutes sortes d'activités d'ordre artistique, en particulier tout ce qui est d'ordre visuel. La mise en scène a une importance majeure dans les opéras de Wagner. Donc une synthèse entre le son, la musique et l'image, et l'architecture qui doit contenir tout ça. Voilà un peu le sens de sa démarche. Et vous savez qu'il a convaincu le jeune Louis II de Bavière, qui était devenu un fan absolu de sa musique. Il a convaincu Louis II de lui construire à Bayreuth, petite ville du nord de la Bavière, un lieu spécifique, donc que vous voyez ici, le Festspielhaus, la maison du festival, où se déroulera chaque année un ensemble de représentations d'opéras, notamment le fameux Ring, le Ring des opéras de Wagner, Parsifal, Siegfried, etc. Vous connaissez la mythologie wagnérienne, donc je n'insiste pas là-dessus, mais voilà le bâtiment qui est réalisé grâce à l'argent de la couronne de Bavière et qui va satisfaire en grande partie les ambitions de Richard Wagner. Le voilà pris en photo aujourd'hui. Il est situé sur une colline au-dessus de la petite ville. Bayreuth, ce n'est pas une grande ville, petite ville qui la domine. Donc, quand on arrive dans ce lieu, on est obligé de gravir, si vous voulez, une colline. Et donc, pour Wagner, c'était important. On passe du monde trivial, ordinaire, à un lieu magique un peu. C'est presque la montagne magique de Thomas Mann. On gravit un lieu où va s'opérer une sorte d'ascèse, si vous voulez, esthétique. On va entrer dans un univers différent, celui que Wagner va vous proposer et qui est conçu comme un lieu donc où va s'opérer cette magie artistique. Voilà un peu l'idée un peu emphatique, mais enfin, c'est une réalité quand même. C'est ce sentiment qui gagne le spectateur, le futur spectateur, en gravissant cette colline, un peu comme une colline sacrée, vous voyez. Il y a toujours cette idée-là, comme l'Acropole à Athènes, vous voyez. Il y a toujours le mouvement ascensionnel a des vertus. Alors voilà le lieu, et puis voilà ce qui est intéressant de regarder comment c'est construit.
Ça, c'est d'après les plans de Richard Wagner. Hein. Alors, il y a donc, très important, premièrement, une salle simplifiée. Plus de salle à l'italienne. Ici, on supprime toutes les loges et galeries, latérales en particulier, et on retourne à l'amphithéâtre, ou le genre d'amphithéâtre primitif. Donc, Wagner présente ça comme un souci démocratique. Fini cette hiérarchie sociale qui s'affiche dans la salle, vous voyez, on retourne à une simplicité primitive où tout le monde est assis dans les mêmes conditions. Riches ou pauvres, on est tous là, réunis, pour une cérémonie à caractère esthétique et presque spirituel, hein, spiritualiste. Alors là, voilà ce premier point, ici, vous voyez les gradins, simplifiés, plus de loges, simplification des décors, énorme place à la machinerie, hein, l'importance de la mise en scène dans les opéras de Wagner, vous savez à quel point hein, il y a des morceaux de bravoure absolument extraordinaires dans les opéras de Wagner. Donc là, l'équipement technique était à la hauteur de ses ambitions esthétiques. Il paraît aussi, d'après les spécialistes de l'acoustique, que le parti pris qui a été choisi d'une ossature en bois relativement légère, de même qu'un plafond qui est constitué de charpente ici, vous voyez, c'est tenu un plafond en bois stuqué qui est tenu en équilibre par une charpente en bois. Là, il n'y a pas de fer, il y a peu de pierre, si vous voulez, à l'intérieur en tout cas. Et ça crée deux vides ici qui, d'après les acousticiens, contribuent beaucoup à la qualité sonore de ce lieu. Car, j'ai oublié de le dire, mais c'est reconnu dès sa construction comme un lieu exceptionnel au point de vue de l'acoustique et qui répond parfaitement aux ambitions de Wagner sur ce plan. Ce qui contribue aussi, c'est le fait que la fosse d'orchestre, qui est ici, est enfoncée légèrement plus bas que la plupart des fosses d'orchestre des opéras. Dans les opéras habituels, vous voyez bien les musiciens, hein, même au parterre, là, vous les voyez là, devant vous, et vous voyez les différents instruments, les différents pupitres, etc., sous vos yeux. Alors c'est peut-être très intéressant, mais peut-être que ça, pour Wagner en tout cas, c'était un problème. Car ce qu'il voulait, c'était que le spectateur ait l'œil fixé sur ce qui se passe sur la scène, et pas dans la fosse. Donc ce qui compte, c'est le spectacle lui-même. Et donc on enfonce un peu plus l'opéra, l'orchestre, et voilà. Et alors, vous voyez ce que je vous disais, les gradins simplifiés, plus de loges, hein, tout le monde a la même enseigne. Vue de la salle, vous voyez, la simplification du dispositif, et vous voyez que la fosse d'orchestre n'apparaît plus. Elle est couverte par une sorte de, je ne sais pas comment dire, une couverture, si vous voulez, bon, une couverture simplement, qui pourrait être une sorte d'abasson, mais ce n'est pas un abasson, c'est plus, bon voilà, un dispositif qui permet de faire disparaître l'orchestre. Donc, le spectateur ne voit pas les musiciens. Première chose, il ne voit que ce qui se passe sur la scène. C'est-à-dire, il voit les chanteurs. C'est ça qui est important, hein, de voir les chanteurs. Et ces chanteurs, grâce à ce dispositif, comment dire, leur voix n'est pas parasitée par l'orchestre. Elle trouve son plein champ, vous voyez, la plénitude, vous voyez, de son développement. Et elle n'est pas... parce qu'il peut arriver qu'il y ait une sorte de conflit un petit peu, pas voulu, mais qui est réel, dans la salle pour le spectateur, entre le son qui est émis par l'orchestre et le son qui est émis par les chanteurs. Il peut y avoir parfois des moments où l'un couvre l'autre, surtout l'orchestre peut couvrir les voix, les parasiter, et il a voulu éviter ça. Et donc il a fait un dispositif qui permet justement aux chanteurs de développer leur voix sans obstacle. Donc tout ça, c'est voulu, hein, c'est un dispositif qui a été étudié. Et il s'avère, lui, il a fonctionné de façon un peu pragmatique, c'était pas un scientifique, mais les acousticiens qui sont passés après
ont relevé qu'effectivement, tout ça, toutes ces mesures contribuent à faire de Bayreuth un lieu absolument unique pour la restitution musicale. Alors voilà un peu voilà un petit peu des vues de la salle, vous voyez. Alors vous le voyez là, ce dispositif qui est là, hein, qui court là, et qui fait que le spectateur ne voit pas les musiciens là derrière. Voilà, alors maintenant avançons un peu, et nous allons, dans les années 20, on va voir apparaître ici d'autres architectes qui vont tourner autour de trouver des solutions nouvelles. Et en particulier Auguste Perret, dont on a vu à mon cours précédent, qu'il avait aussi travaillé au Nouveau Musée, vous vous rappelez, les années 20, il a essayé de formuler des nouvelles techniques pour le muséographique. Il s'intéresse aussi donc aux salles de théâtre et d'opéra. Et le premier chantier sur lequel il va être convoqué, c'est le fameux théâtre des Champs-Élysées, qui est ouvert en 1913, avenue Montaigne, à Paris. 1913, vous voyez, ça c'est l'affiche qui annonce son ouverture. Et vous remarquez à quel point ici, on s'éloigne dans l'architecture de l'opéra à Garnier, hein, avec son décorum. Là, on est dans une sobriété absolument extraordinaire. C'est la patte d'Auguste Perret, dont vous savez qu'il est un peu le promoteur de l'architecture moderniste fondée sur l'utilisation du béton armé, comme ossature, mais aussi en façade. Et donc là, ce n'est pas le béton qui est en façade, mais voilà ces plans, vous voyez. Voilà l'élévation de la façade qui garde les traits d'une façade où l'on voit le souvenir de l'architecture classique. Vous voyez la division, sorte de division de la façade par des éléments qui rappellent les colonnes. Et puis des bas-reliefs qui sont d'Antoine Bourdin, hein, le grand sculpteur de la fin du 19e et du début du 20e ici, qui sont des références à la musique, aux arts, etc. Alors ce théâtre, voilà une photo prise peu après sa construction. Hein, donc elle est en noir et blanc, vous voyez, c'est pris avant la guerre de 14, au moment où il est inauguré, en 1913. Et on voit bien donc, les caractéristiques de sobriété, mais de puissance également de cette façade. Alors c'est conçu comme un complexe, on pourrait dire aujourd'hui, où il y a 3 salles. La principale, qui a 1500 ou 1300 places, et 2 salles plus petites de 300 et 500, qui sont plus expérimentales, si vous voulez. Mais la grande salle se prête à la fois à des grands concerts ou des grands spectacles de type opéra, et c'est là qu'en particulier, dès l'inauguration, au printemps 1913, exemple, vous voyez, de mise en scène de type opéra, c'est là que se produisent les ballets russes de Diaghilev, et que le fameux le Sacre du Printemps est donné en 1913, dès l'ouverture. Vous voyez, le grand scandale du Sacre du Printemps, c'est là que ça s'est passé, avec la mise en scène de Nijinsky, hein, et la musique de Stravinsky. Alors donc, c'est un haut lieu de la musique moderne, on pourrait dire. Stravinsky, c'est la modernité à l'époque, hein, dans la musique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi, quand même, une anecdote, qui n'est pas qu'une anecdote, qui est révélatrice. Pourquoi on appelle Théâtre des Champs-Élysées un théâtre qui se trouve avenue Montaigne? Ah, ben parce que le promoteur de cette salle, qui s'appelait Astruc, avait proposé une salle sur les Champs-Élysées. Mais comme il était d'origine juive, enfin qu'il était juif, une cabale, nous sommes en 1913, l'affaire Dreyfus, elle est là, juste derrière, hein. On est à chaud là. Et donc, Astruc, qui était le directeur de la Société musicale de Parisienne, c'était vraiment le type qui était le grand organisateur de spectacles musicaux à Paris. Ben, il a pris une cabale sur lui dès qu'il a fait cette proposition, et finalement, le résultat des courses, c'est qu'il a dû abandonner son projet sur les Champs-Élysées, et il s'est replié à avenue Montaigne. Voilà, mais il a gardé l'appellation de Théâtre des Champs-Élysées, en souvenir du projet initial. Je passe, mais enfin, on est quand même dans un contexte un peu particulier, là, hein, à l'époque. La France de l'époque, hein, c'est un peu particulier, parfois.
Voilà l'entrée, vous voyez qu'on garde un grand hall d'accueil, mais vous voyez la sobriété des lignes, on est déjà dans l'art déco. On célèbre cette année le centenaire de l'expo des arts déco. Il y a de grandes expos à Paris qui sont prévues, qui ont commencé. Ben, vous pouvez vous dire que le décor de Perret au Théâtre des Champs-Élysées anticipe de 10 ans ou de 15 ans ce que sera l'esprit de l'art déco. Vous voyez, avec le travail sur les lignes et la sobriété des ferronneries, vous voyez ce travail-là stylisé, on est en plein dedans. Voilà, hein, aujourd'hui, vous voyez comment cette entrée garde sa force. Alors ce qui m'intéresse, c'est aussi ça, voilà, ici, la salle de spectacle avec la particularité de Perret, c'est que lui, c'est le pape du béton armé. Donc, le béton armé constitue l'ossature totale de tout le bâtiment, et qui en fait sa force, sa puissance, et qui lui permet d'offrir une salle à plusieurs niveaux, avec un parterre et 2 grandes galeries, parfaitement dégagées, sans aucun point d'appui qui pourrait parasiter la vue. Car il a réussi, grâce à cette ossature, à faire tenir tout cet ensemble-là, où se trouve la salle, sur 4 grands piliers de béton armé, qui sont rejetés sur les côtés, et qui n'obstruent pas la vue. Voilà, c'est là la grande salle, vous voyez, qui est complètement dégagée, avec ici les poteaux porteurs complètement sur le côté. Ce qui donne dans la salle ceci, complètement dégagé. Bon, vraiment, à l'époque, c'est assez inédit, une telle vision hein, d'une salle comme ça. Alors voilà, décoration également de Maurice Denis. J'avance. Hein. Alors, Théâtre Expo, à l'Expo justement de 1925, on lui propose de construire un théâtre expérimental, ce qu'il fait. Voilà un croquis qui vous montre à quoi ça ressemblait. Et là, il met en application sa théorie de ce qu'il appelle l'abri souverain. C'est-à-dire, voilà, l'abri souverain, c'est, pour lui, un bâtiment doit s'inscrire à l'intérieur de ce qu'il appelle un abri souverain, c'est-à-dire, vous voyez, une structure porteuse ici, qui couvre le tout, qui est portée par de puissantes colonnes qui s'inspirent lointainement de l'Antiquité, mais qui est complètement revisitée, qui sont en béton armé, qui permettent de créer cette toiture, donc c'est ça l'abri, et à l'intérieur, ou dessous, on peut créer des volumes, bon, à volonté, des volumes qu'on voudra. Et ici, une grande salle rectangulaire qui abritera un théâtre. Donc, vous voyez, il esquisse un peu, ici, c'est des dessins d'esquisse un petit peu de son travail. Ce qui est remarquable, vous voyez, en particulier, ce qu'il faut remarquer, c'est le parti pris de rapprocher les spectateurs de la scène. Voilà un des grands enjeux de ces travaux et de ces recherches à l'époque, c'est comment rapprocher spectateurs et acteurs. Vous voyez, il va y avoir donc tout un tas de propositions qui vont tourner autour de ça. Voilà des photos assez mauvaises, mais c'est les seules dont on dispose sur l'intérieur pendant l'expo de 1925. Et passons à Berlin. Berlin, au lieu de la création et de l'avant-garde à l'époque, hein, le Berlin d'après la Première Guerre mondiale, le Berlin de 1919, 20, 21. C'est le Berlin où donc les grands metteurs en scène de théâtre essaient de renouveler le genre théâtral pour lui donner une nouvelle fonction dans la cité. Voilà le grand débat sur la fonction du théâtre dans la cité qui parcourt le XXe siècle hein, jusqu'à Jean Vilar et la suite jusqu'à nos jours. Hein, où toujours les metteurs en scène, les hommes de théâtre se posent toujours la question, mais comment faire venir le spectateur, comment réunir le spectateur et les acteurs. Bon, bref, c'est une problématique qui parcourt tout le XXe siècle. Elle s'exprime ici auprès de, vous voyez, avec ce théâtre tout à fait étonnant, produit par un architecte qu'on a classé dans les architectes expressionnistes, Hans Pölzig, qui construit ce bâtiment extraordinaire pour le metteur en scène Max Reinhardt, dont le rêve justement est de faire rentrer le peuple au théâtre. Et alors on conçoit pour ça
une très grande salle censée abriter 3500 spectateurs, ce qui est considérable à l'époque, et ainsi permettre à un public très large de venir, car avec ces 3500 places, on pourra moduler le prix des places, faire payer cher les spectateurs les plus fortunés qui pourront s'installer sur les places les mieux placées, mais on pourra permettre à tout le monde d'avoir une vue intéressante sur les spectacles proposés à des prix très modiques. Voilà un peu l'idée de Max Reinhardt. Il s'adresse à Hans Pölzig qui lui propose un bâtiment absolument extraordinaire, dont l'intérieur est encore plus extraordinaire que l'extérieur. L'intérieur, la salle est couronnée par un plafond absolument somptueux, constitué de sorte de stalactites, vous voyez, de ciment et de plâtre, avec des alvéoles où s'installent des lumières et qui permettent de créer un effet féerique absolument génial, d'après les spectateurs de l'époque. J'y étais pas, moi. Donc, voilà la salle ici, vous voyez, telle qu'on la voit sur cette maquette. Alors, voilà la salle, voilà la scène, mais qui peut évoluer, car la grande idée de Max Reinhardt, c'est qu'il faut imaginer des dispositifs différents. Et voilà le hall d'entrée, d'accueil. Alors ici, voilà une photo. On n'a pas beaucoup de photos d'époque. Vous voyez cette espèce de plafond comme de stalactites qui pendait par centaines ou par milliers, je ne sais plus très bien, et qui était équipé de lumière, qui fait qu'on pouvait obtenir des effets absolument prodigieux à l'intérieur de cette salle. Donc c'était quelque chose d'absolument extraordinaire dans toutes les descriptions qu'on a de cette époque-là. C'est vraiment salué comme quelque chose, un objet absolument inouï que personne n'avait jamais imaginé et qui a été malheureusement largement détruit par les bombardements de la fin de la guerre en 1945. Mais les nazis avaient commencé à le mettre en architecture dégénérée. Au musée Picasso, actuellement, à Paris, vient de sauver une exposition où on a réuni, pour la première fois depuis 1937, des tableaux que les nazis avaient classés dans l'art dégénéré et exposés dans tous les musées allemands. Et il y en a un certain nombre qui ont survécu, et le musée Picasso les a réunis, en a réuni un certain nombre actuellement. Si vous allez à Paris, l'expo intéressante, c'est ça. C'est à la lumière de Picasso, l'art dégénéré, tel qu'il a été défini par les nazis en 1937. Vous savez qu'ils ont fait une grande expo où ils ont mis tous les artistes qu'ils détestaient, ce qui a constitué l'avant-garde allemande de l'époque, pour les montrer à la vindicte populaire. Donc vous savez qu'on appuie beaucoup sur la vindicte populaire en ce moment. Donc je pense que cette expo est vraiment d'actualité. Alors, Hans Pölzig a été une des victimes. Et en 1934, les nazis s'emparent du théâtre et ils mettent un faux plafond, vous voyez, pour qu'on ne voit plus cette horreur. Voilà. Ce qui faisait la singularité et la beauté de la salle, pour eux, c'est de l'art dégénéré. Et là, ils l'utilisent pour leurs activités culturelles à eux. Voilà. Et donc, à la fin de la guerre, Voilà, des vues qui vous montrent comment justement Max Reinhardt voulait faire pénétrer littéralement le dispositif scénique à l'intérieur, voyez, des spectateurs. Voilà quelque chose qui à l'époque est absolument novateur, mais qui va devenir un peu la tarte à la crème du théâtre moderne, après la Seconde Guerre mondiale, dans les recherches théâtrales, c'est mettre le dispositif scénique au cœur. Au cœur des salles en particulier. Donc ça a été initié à ce moment-là en Allemagne, où les recherches ont été très avancées dans ce domaine. Vous en avez un exemple ici. Et voilà le fameux hall d'entrée, vous voyez, avec ces piliers champignons lumineux absolument superbes, qui évidemment étaient dans un piteux état, ici, en 1945. Bon, voilà. Donc après, bon, ça a été transformé, démoli, ben, bref, ça n'existe plus.
Parallèlement, Walter Gropius, le grand architecte du Bauhaus, travaille avec un autre grand metteur en scène, Erwin Piscator, et il imagine, vous voyez, un théâtre tout à fait différent, du point de vue de son aspect général, qui soit une véritable machine. Là, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Une vraie machine théâtrale, un outil machine au service de la pensée théâtrale. Erwin Piscator fait partie de ces metteurs en scène qui veulent utiliser le théâtre comme agitateur social. C'est un peu le même esprit que l'agite-propre des soviétiques à l'époque. C'est exactement au même moment, en Russie soviétique, la Russie des années 20, où il y a encore quelques espaces de liberté, il y a une avant-garde qui travaille à ça, notamment à Meyerhold. Ceux qui connaissent le théâtre connaissent le nom de Meyerhold, qui sera une des victimes de Staline, qui travaille avec L. Lissitzky en particulier, pour imaginer des dispositifs scéniques absolument novateurs. C'est exactement pareil au Bauhaus, où il y a un atelier théâtre d'avant-garde, où travaillent également des novateurs. Et là, Walter Gropius est invité par Erwin Piscator à imaginer un lieu nouveau, avec des possibilités inédites, en particulier, vous voyez, bon, une couverture faite d'une structure métallique et de verre, et des gradins amovibles, et une scène qui peut se déplacer et offrir des dispositifs scéniques différents. Et le tout entouré par des dispositifs qui permettent de projeter soit des films, soit des images et du son tout autour de la salle. Vous voyez, donc c'est l'idée de combiner à la fois le son, l'image, avec les techniques les plus avancées de l'époque. Nous sommes à l'époque du cinéma, hein. En 27, on est dans la grande époque du cinéma muet, surtout en Allemagne, hein, qui est le pays de la cinématographie la plus avancée de l'époque, hein, Fritz Lang, etc. Bon, donc, on est dans ce domaine-là, et on imagine qu'on va pouvoir construire comme ça des lieux où, à la fois, le spectateur va être attiré par des multiples sollicitations, vous voyez. Ce qui va donner, vous voyez, un exemple de schéma qui vous montre comment Gropius imaginait, vous voyez, le déplacement du lieu scénique, les différents dispositifs possibles. Et vous voyez ici, voilà les systèmes de projection, vous voyez, sur le côté. Donc c'était créer un véritable environnement total du spectateur. Alors là, ça c'est une conception pleine d'avenir, hein. Quand on voit certains spectacles d'aujourd'hui, on voit que c'est l'aboutissement de toutes ces recherches d'il y a un siècle. Voilà d'autres images, voilà, d'accord, bien. Et puis pour terminer, alors c'est plus léger, j'ai appelé ça l'effet waouh, puisque souvent on emploie aujourd'hui cette expression, l'effet waouh, pour manifester, la surprise, l'étonnement, l'admiration, etc., autour de quelque chose. Et alors ici, bien sûr, l'effet waouh, dans les années 50-60, c'est le surgissement dans la baie de Sydney de cet extraordinaire opéra conçu par un architecte danois, mais qui, à l'époque, a vraiment marqué les esprits, hein. C'était un objet absolument extraordinaire qui a été conçu là, sur les bords du Pacifique, dans la baie de Sydney. Et alors là, on a affaire à la fois une architecture spectaculaire, aujourd'hui reconnue et classée au patrimoine mondial, mais en même temps un formidable instrument qui contient pas moins de 5 salles. Là-dedans, il y a une salle d'opéra, une salle de concert et 3 salles de théâtre, je crois. Donc c'est vraiment un lieu, une grosse machine qui tourne, hein, très bien, et qui est très directement liée à l'espace urbain. Je veux dire, ce n'est pas un objet isolé. Les photos montrent un objet isolé sur la baie, mais en réalité, dans la vie des habitants de la ville, c'est un endroit qui est très très fréquenté et qui se caractérise par, voilà, vous voyez, sur une plateforme qui s'avance dans la baie, puis de profil avec ces formidables coques de béton
qui ont posé des problèmes d'ingénierie d'ailleurs, hein. C'est un tour de force d'ingénierie, recouverte de céramique, notamment fabriquée, il y a 1 million de plaques, plus d'1 million de plaques de céramique venues de Suède, je crois. Donc, elles ont fait du chemin, hein, jusqu'à Sydney, mais c'est ce que voulait l'architecte. En tout cas, vous voyez le chantier en cours. Alors, vous voyez, bon, c'était vraiment un tour de force. Il faut dire que chacun des morceaux de coque, pour ainsi dire, vous devez considérer que chacun est un morceau d'une sphère qui fait 90 mètres de diamètre. Enfin, une sphère virtuelle. Hein, une sphère virtuelle, vous imaginez une sphère de 90 mètres de diamètre, vous y découpez des morceaux, et ces morceaux, ça devient ces coques qui sont implantées sur cette plateforme. Voilà un peu le tour de force architectural et d'ingénierie de ce chantier. Voilà une des vues rapprochées. Puis, pour vous montrer que bon, c'est vraiment un endroit fréquenté, parfaitement intégré à l'espace urbain. Autre nouveau lieu tout à fait ébouriffant, à Valence, dont il a été beaucoup question il y a quelques mois, au moment des inondations. Ben là, justement, dans l'ancien lit du Touria, qui a été détourné de la ville pour la préserver des inondations, ben on a construit une extraordinaire cité des arts et des sciences. Je vous parlerai peut-être plus longuement un autre jour, mais là aujourd'hui, je voudrais vous parler simplement. Alors, elle est l'œuvre de l'architecte vedette local, qui est valencien, Santiago Calatrava, qui est mondialement connu, hein, par ses architectures assez ébouriffantes, qui est un architecte ingénieur. Voilà, hein, dire. Souvent, ces propositions découlent de calculs d'ingénierie absolument stupéfiants, mais que la science actuelle permet à la fois la conception et en même temps les matériaux et la logistique permet aujourd'hui de réaliser des architectures qui n'auraient pas été possibles peut-être il y a un demi-siècle, mettons. Alors voilà, en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est l'opéra qui se trouve ici et qui s'appelle le Palau de les Arts en valencien, vous voyez, qui a une forme un peu de grand squale, hein, de requin, hein, vous voyez, avec ses dents ici. C'est vraiment très spectaculaire. Donc, j'ai intitulé ça « l'effet waouh hein. ». On est dans l'effet waouh. On aurait pu faire à l'économie quand même, on aurait pu faire plus économe, mais Calatrava ne compte pas ses sous, surtout quand ce n'est pas les siens. Mais du coup, la ville de Valence, quand même, elle est aujourd'hui un peu dans la panade. Hein. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Hein. C'est une ville qui a voulu un peu se hisser au rang des grandes métropoles et qui s'est équipée de tout un tas de choses à prix d'or, en négligeant bien d'autres. Bon, ne faisons pas d'autres commentaires, mais voilà l'entrée principale. Bon, autre effet waouh, et on va finir, hein, ne vous inquiétez pas, l'Opéra national de Pékin, par un architecte français, Paul Andreu, qui vient de décéder il y a 2 ans, qu'il a réalisé donc cet opéra à la demande du gouvernement de Pékin, hein, bien sûr, en plein cœur de la ville, tout près de la place de Tiananmen, hein, et qui est censé, par son ossature, refléter le yin et le yang, vous voyez, les deux principes yin et yang qui sont intégrés dans le bâtiment, qui est un opéra, l'Opéra national de Pékin, et une autre salle, et qui flotte sur l'eau littéralement, puisqu'on a créé une sorte de lac artificiel, vous voyez, sur lequel cet ensemble qui fait quand même 220 mètres de long. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est un tour de force d'ingénierie là aussi. Alors vous voyez, on y rentre par un passage où on passe sous l'eau, vous voyez, et on accède à l'entrée de l'opéra. Donc tout est spectaculaire, évidemment. Très belle réalisation. Je signale que Paul Andreu, c'est l'architecte des aéroports, et notamment du fameux aérogare numéro 1 de Roissy, circulaire, vous voyez, et une partie des autres. C'est un grand spécialiste des aéroports internationaux. Et je finirai par cette réalisation assez étonnante
à Oslo, sur les bords du fjord d'Oslo, sur le port, par le cabinet Snow-Eta, qui est bien connu maintenant dans toute l'Europe, et qui a conçu cet opéra, qui est une sorte d'opéra promenade, où on peut, vous voyez, où on peut grimper sur les, ici, là, sur les côtés, et monter sur la terrasse supérieure, ici. Voilà, donc là aussi, vous voyez, un opéra à la fois spectaculaire, par sa position sur le port, mais en même temps accessible, et somme toute à la portée des habitants de cette ville. Nous sommes dans un pays scandinave où le souci du service offert aux citoyens est quand même assez prégnant, on va dire. Et donc, c'est une architecture qui reflète un peu, je crois, cette volonté d'offrir à la fois un bel instrument spectaculaire et novateur, mais en même temps que la population s'en empare et se l'approprie. Voilà. Alors ça, c'est peut-être une des questions qui est posée aujourd'hui à certains de ces équipements de prestige. Comment le public peut-il se l'approprier? Et la question est souvent renouvelée à chaque fois que l'on construit un bâtiment nouveau. Bon, mais voilà, nous en resterons là pour aujourd'hui. Et nous verrons donc la semaine prochaine les salles de concert, proprement dites, qui sont différentes des opéras. Un opéra, on peut y faire des concerts, mais par contre, dans une salle de concert, on ne peut pas faire d'opéra. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.